Bonsoir, ce soir dans Lumière intérieure, nous avons la joie de recevoir une figure historique de la radio, une voix que nous connaissons très bien, Maryse Gildas. Bienvenue, Maryse Gildas. C'est vrai que je suis sûre que beaucoup seront heureux de retrouver votre voix ce soir. Écoutez, oui, si elle a pas, je crois qu'elle n'a pas trop changé, c'est ce qu'on me dit encore. Oh, certainement pas, certainement pas. Alors peut-être on a envie de vous demander comment cette aventure a commencé. Cette aventure de la radio pour la petite jeune fille que vous étiez. Oui. Comment ça a commencé cette histoire-là? Eh bien, ça a commencé par les Antilles. Je suis partie, j'habitais à Paris, évidemment avec mes parents, j'avais 20 ans. Et j'étais pas fiancée, on n'était pas vraiment fiancés, mais je fréquentais déjà quelqu'un qui, lui, est parti aux Antilles comme reporter sportif. On avait besoin, à Radio Caraïbes International, c'est un grand mot, parce que c'était une petite radio sur l'île de Sainte-Lucie, à côté de la Martinique. Et c'est une petite radio qui émettait sur la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane française. Voilà, donc il y avait besoin de monde. C'est quelqu'un de Radio Luxembourg à l'époque, qui est devenu RTL, qui avait monté cette radio et qui rentrait en France. Donc il fallait quelqu'un. Donc ça a été le père de ma fille, puisque je l'ai épousé par la suite. Donc j'ai été le rejoindre. Mais pour moi, j'avais jamais... J'adorais réciter, j'adorais les acteurs, dans mon rêve insensé, je pensais pouvoir un jour être comédienne. Je voulais faire ça. Puis mes parents n'avaient pas les moyens de me payer les cours. Donc, j'ai commencé à travailler, stétodactylo, voilà. Et je mettais un petit peu d'argent de côté, mais c'était très cher les cours à l'époque pour nous encore. Donc j'ai pas pris de cours. Je suis arrivée là-bas, mais comme je savais taper à la machine, donc comme secrétaire en fait, il fallait quelqu'un qui tape les conducteurs d'émissions et voilà. Donc j'étais là pour ça. Donc je l'ai rejoint. Lui était à l'antenne puisque lui il faisait déjà de la radio un petit peu. Il démarrait, hein, c'était vraiment ce qu'on appelle les bleus. Hein, il était bleu. Et voilà, et à un moment, il y a eu besoin d'une fille, d'une voix féminine. Et donc, le soir, je dirais mon fiancé, puisqu'on est restés 2 ans ensemble, et on est venu après 2 mois en vacances. On s'est mariés, parce qu'on n'était pas mariés, en fait. Pour les parents, c'était important. Nous étions catholiques, donc il fallait se marier. Donc, on s'est mariés dans les vacances de 64, et on est repartis 2 ans. On est restés 4 ans là-bas. Voilà, et à un moment, on s'est dit, il va falloir rentrer en France si on veut faire une carrière, parce que sinon, on passe notre vie ici, mais ce sera une vie différente. Ouais. La vie des Antilles, la vie des îles, c'est très différent. Vous avez aimé ? Pour les 4 ans, j'ai adoré. Oui. En plus, amoureux, en plus, on travaillait comme des malades, on faisait de la radio, je commençais à faire de l'antenne. Bien sûr, pour moi, c'était extraordinaire, bien sûr. Mais il a fallu choisir. Oui. À un moment, moi, j'avais 26 ans, là, au bout des 4 ans, il y en avait 28. Si on rentrait, effectivement, il avait raison. Si on voulait faire une carrière, il fallait rentrer, quoi. On est rentré, en plein mois de février. Oh, rude. Voilà. Mes parents étaient dans un 2 pièces avec mon frère, donc ils n'avaient pas les moyens de nous recevoir. Ses parents, à lui, c'est pareil, étaient un peu partout. Donc on est allé dans un hôtel dans rue Vavin, je me souviens. C'est un premier étage avec des barreaux, alors que moi j'avais une maison avec une doudou aux Antilles. C'était magnifique ce que je venais de quitter. Et on avait les billets de retour dans la poche. On pouvait revenir. Ils voulaient qu'on revienne. Et on a dit non, on reste parce qu'on veut faire une carrière, quoi. Il fallait faire le choix, on l'a fait. Et donc là, pour vous faire connaître, comment vous avez fait alors ? C'était à Paris qu'il fallait être à ce moment-là. Alors vous y êtes pris comment ? Là, on est dans les années 60, on est rentré en 66, vous voyez. Ouais. Et je suis enceinte de ma fille. Donc on était mariés, puisqu'on est revenus 2 ans, donc tout va bien pour les parents. Très compliqué ça. Donc voilà, le problème c'est que je suis enceinte, lui trouve du travail dans la première chaîne de télé, c'est-à-dire ce qui est devenu maintenant Radio France, quoi. Oui. Ça venait d'être construit puisque c'est le général de Gaulle qui l'a, je crois, inauguré.
Oui, je vois très bien. Voilà, c'est ça. Radio France, la maison de la radio. Voilà, donc lui, il a tout trouvé, mais moi, enceinte, je cherche. Et en fait, je vais me proposer à Europe 1 parce que ce que je faisais là-bas, ce qu'on faisait là-bas, c'est un petit Europe, quoi. Europe 1, et à ce moment, dans les années 60, c'était Salut les copains, c'était. Oui. Voilà. Et ils nous envoyaient des disques qu'on recevait de chez eux. Donc, moi, j'étais toute seule pour tout faire, en fait. Je faisais l'antenne, je faisais une émission féminine. Voilà. Quand j'en sortais, eh ben, il y avait un autre garçon, un Anglais, qui faisait un request, parce que la langue était anglaise là-bas, c'était anglais à l'époque, Saint-Lucie. Ils ont gagné ils ont eu leur liberté, oui, en 74. Ils sont devenus autonomes, mais ils étaient anglais à l'époque. Donc il y avait les deux langues. Il y avait le créole, il y avait même 3 langues. Il y avait le français, le créole et l'anglais. Voilà. Donc il y avait je me souviens, il était guyanais et il parlait donc l'anglais. Lui, il faisait un request des dernières nouveautés qui sortaient, mais en anglais, l'après-midi. Et mon mari, puisque c'était mon mari maintenant, faisait tous les journaux à chaque heure, quoi. Voilà. Et moi, je faisais l'émission féminine. On travaillait beaucoup, hein, parce qu'il fallait faire il y avait de la papasserie à faire, etc. Il y avait des conducteurs à faire, il y avait des... c'est moi qui faisais la musique, c'est moi qui allais choisir, j'avais une échelle. On était dans une ancienne église désaffectée. On avait mis un studio là ce studio était là, c'était ravissant, c'était sur un petit mont. C'est comme une chapelle, en fait, c'était une ancienne chapelle, et Radio Caraïbes était là. Donc c'était très, très joli. Et donc Europe 1 a été séduit par cette expérience que vous aviez. Europe 1, c'est-à-dire quand je suis rentrée, je me suis présentée à Europe. Ouais. J'ai demandé un rendez-vous. À l'époque, c'était un peu plus facile de prendre un rendez-vous. Ouais. Facile et pas facile. Mais j'ai eu un rendez-vous. Et j'ai eu l'assistant de Lucien Maurice. Lucien Maurice, c'était le directeur des programmes de l'époque. C'était le mari de Dalida, d'ailleurs. Ouais. Entre autres. Mais c'est un très bon directeur des programmes, vraiment excellent. Mais c'est pas lui que j'ai vu, c'est son assistant. Et à l'assistant, il m'a posé toutes les questions. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire ? J'ai dit, je vais faire l'antenne, parce que j'ai gonflé un peu le truc en disant, voilà, je viens de Radio Caraïbes International. Bon, c'était tout petit. Donc, j'ai un peu gonflé le truc. Bon, bref, il ne connaissait pas. Donc, il m'a dit, écoutez, on va tester, on va voir. À l'époque, les publicités se faisaient en direct. On n'était pas enregistrés. Oui. Ça, pour nous, c'est amusant. On va vous tester, on va voir la voix que vous avez et comment vous vous en sortez. Parce que moi, Radio Caraïbes, on l'écoutait, on ne l'entendait pas. Donc, on vous a testé ? Oui, bien sûr. Donc, c'était dans Salut les copains, justement. Mais il y avait ce qu'on appelait les lectrices de pub. Donc, on était lectrices de pub. On n'était pas du tout animatrice à l'époque. Je le suis devenue bien après. Mais à l'époque, on était lectrices de pub. On avait un prénom. On n'avait pas de nom, on avait un prénom. Moi, j'ai gardé le mien, Maryse. Je n'ai même pas pensé à prendre un pseudo. Toutes les filles prenaient des pseudos à l'époque. Je n'ai même pas pensé. Donc, je me suis présentée comme ça et j'ai fait une publicité en direct à 30 secondes à lire sur une musique. Voilà, donc, je l'ai faite. Et vous avez été prise ? C'est-à-dire que, oui, ils m'ont dit, vous avez la voix qu'il faut. Mais on n'a pas de place pour l'instant. Il y avait Madeleine Constant qui faisait Salut copain, qui avait pris une semaine de vacances et qui était tombée. Elle faisait en ski, donc elle s'était cassée la jambe. Donc elle est restée 15 jours out. Donc pendant les 15 jours, j'ai pu faire c'est moi qui l'ai remplacée en fait pour les pubs. Hein. Donc ils ont vu ce que vous valiez, ce que vous saviez faire. Oui, voilà. Donc, mais je ne faisais pas d'animation. J'étais là pour les pubs, point barre. Quand c'était les pubs, et dire Europe 1, il est telle heure, voici le journal, un tel, quoi. Voilà, c'était comme ça. Puis elle est revenue. Donc elle a repris sa place. Donc à un moment, la secrétaire de Lucien Maurice me dit, Lucien Maurice veut te voir. Je lui dis oui, bien sûr, surtout que je me suis dit, j'espère qu'il ne va pas me virer, quoi, parce qu'il n'y a pas de contrat, il n'y a rien, j'étais comme ça à la pige. Je suis restée 30 ans à la pige à l'Europe, j'ai jamais eu de contrat. J'étais comme ça, à l'époque. Donc voilà, donc
je suis. Vous aviez peur d'être viré du coup? Oui, oui, je vais le voir dans son bureau. Il me dit bon, j'ai une petite idée pour la rentrée. Là, on est en avril, donc pour septembre, c'est à ce moment-là c'est toujours vers Pâques que ça se passe, les nouvelles émissions, les nouvelles idées. Donc, il me dit voilà, j'ai une idée pour le matin, mais le matin, 9h-11h, qui s'appellerait Avec le sourire de. Et j'ai besoin d'une fille pour faire les pubs et peut-être même animer. On va voir comment vous en sortez. C'est Bourvil qui démarre. Ah oui, c'est ça. Et Bourvil, il était à Boulogne, pas très loin d'Europe. Et il terminait ces deux films-là. Il terminait le Cercle Rouge, le Belleville, ouais. et le Mur de l'Atlantique. Il avait les deux films. À ce et il était déjà malade. Il était malade déjà. Et un homme extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Et il adorait la radio. Il avait démarré comme ça, lui, en comique troupier. Et il adorait la radio. Dès qu'il avait du temps de libre, il venait. Donc, voilà. Donc, vous avez commencé avec lui? Avec lui. 3 semaines, parce qu'il n'y avait que 3 semaines. Ouais. J'ai commencé 3 semaines avec lui. Il y avait Maurice Sorgue et Robert Roca, qui étaient des humoristes de l'époque, qui écrivaient des petits dialogues pour nous. Et alors, Bourvil, vous dites c'était un homme délicieux? Délicieux. Mais donc, un parce homme que c'est vrai extraordinaire. J'en ai connu des hommes délicieux, j'en ai connu quelques-uns dans le métier, mais lui, c'était encore autre chose, quoi. C'est lui qui m'a tout appris, en fait. Parce que, comme j'étais au soir pour saluer les copains, et puis on me disait, quand je faisais des remplacements, c'était le soir, alors on me disait le soir, le directeur, me disait, le directeur des programmes, me disait, attention, le soir, c'est plutôt une voix douce qu'il me faut, hein, il faut charmer les hommes, hein, le soir, c'est comme ça. Alors j'avais l'habitude de prendre une voix très très douce, même dans les pubs. Une voix tamisée. Voilà, il fallait faire comme ça. Donc là, à ce moment-là, pour le matin, Bourvil me dit, là on répétait avant l'émission, et je faisais ma voix douce. C'est pas une voix tout à fait naturelle, ça, Maryse. On va oublier le micro. On va se regarder, il était à côté de moi là. Et voilà, on va se mettre comme ça. On a répété, donc on va un peu improviser le reste. Oui, pas de problème, pas de problème. Je n'avais jamais fait ça en même temps. Donc, mais il était tellement gentil, tellement simple, que je suis partie sur son... Il m'a dit, voilà, c'est comme ça, on reste naturel. On ne s'occupe pas, c'est pas de la radio. On parle aux gens, mais on ne fait pas de la radio. On se parle, nous, et on parle aux gens. Voilà, naturellement. Et c'est comme ça que c'est lui qui vous a appris le naturel. C'est pour ça que je suis... On me dit que je suis assez naturelle à l'antenne, ça vient de lui. Ça, c'est à cause de Bourvil, grâce à Bourvil. Oui. Et c'est vrai là, on qu'il est en 69, vous savez. Oui. 69, c'est l'impression que c'est le Moyen-Âge. Aujourd'hui, mais c'est ça. Et c'est vrai qu'il joue toujours des rôles de gentil, un peu, Bourvil. Et en fait, il l'était vraiment. Oui, oui, c'était un homme charmant. Vraiment, je vais vous montrer comment il était charmant. Alors, je savais qu'il tournait à Boulogne, le Cercle Rouge, et je lui dis, André, il s'appelait André Rimbourg, André, est-ce que vous pensez que je rêverais d'aller voir une scène que vous tournez? Bien sûr, ma petite Maryse, pas de problème. Demain, je tourne la scène du bar avec François Perrier. Vous voulez venir? Je rêve. Ok, pas de problème. Le lendemain, je prends ma voiture, j'avais ma voiture. Je crève. On crevait encore à ce moment-là, à Paris. Et j'étais bien en avance, j'avais pris toutes mes précautions pour ça. Et incroyable. Je crève, donc je laisse la voiture. Elle, un taxi, ok, j'arrive avec 5 minutes de retard. Et à la porte, Boulogne, c'était énorme. Les studios de Boulogne de cinéma, ils étaient énormes. C'est très grand. C'est pas son assistante qui est venue, c'est lui qui m'attendait à la porte. Donc, il était d'une grande délicatesse. Mais André, je suis désolée, j'ai crevé, vous n'allez pas me croire. Mais je vous assure, j'ai crevé, j'avais pris tout. Mais c'est pas grave, ma petite Marie, c'est pas grave. Suivez-moi, je vais vous emmener. On va sur le décor du bar. Voilà. Et il y avait une échelle sur le côté, c'était assez petit, hein, le décor était assez petit, c'était vraiment le bar, et c'était vraiment à deux, quoi. François Perrier et lui faisait l'inspecteur de police qui venait justement taquiner un peu François Perrier, dans le mauvais sens. Et donc, il m'a dit, je monte à l'échelle, je t'ai mis 2-3 coussins là-haut, tu seras en haut là,
j'étais tout installée. Il m'avait installé un truc de folie. Et à chaque fois que je vois le film, souvent, on le voit souvent, le Belleville. C'est incroyable, la vous scène savez du bar, que vous étiez je suis là-haut. là-haut et j'ai vu toute la scène du bar. C'est très joli, merci pour cette jolie anecdote. C'est pour vous montrer comment il était. Ouais. Quoi, je dis. Alors, on va passer à la deuxième partie de cette émission. Comme ça, je vous en prie. On va continuer à vous écouter. Et maintenant, c'est l'expérience des mots. Donc, on va vous donner 4 mots que vous allez pouvoir commenter et raconter ce que ça vous inspire. D'accord. À tout de suite. À tout de suite. Nous sommes dans Lumière intérieure sur KTO et nous sommes avec Maryse Gildas ce soir. Le premier mot, Maryse, que j'avais envie de vous offrir, c'est enfance. Enfance. Ah, l'enfance. Elle s'est passée, je suis née sur les routes de l'Exode le 22 juin 1940. Vous voyez, je suis une dame âgée maintenant. Et maman, on était sur les routes de l'Exode, elle a accouché pratiquement grâce à une sage-femme qui était là aussi avec elle sur la route. Et heureusement qu'on était en juin, parce qu'elle a accouché dehors, pratiquement sur la route. Voilà. Et bien. Donc oui, ça commence bien. Mais bon, j'étais très en forme. On est resté chez mes grands-parents qui étaient donc en Bourgogne. Et je suis rentrée parce que normalement Hitler devait faire sauter Paris. Normalement, c'était dans sa tête. Oui. Donc c'est pour ça que papa était gardien de la paix. Et maman ne travaillait pas. Donc, c'est lui qui nous a fait descendre chez mes grands-parents en Bourgogne. Pour vous protéger. Pour éviter Paris à ce moment-là. Voilà. Donc, je suis remontée, je devais avoir 3 mois. On est remonté à Paris. On était dans 2 pièces. C'était le... Comment ça s'appelait déjà? C'était des... On s'arrête 2 secondes. Il faut que je retrouve... oui, on était dans 2 pièces de la Fondation Rothschild. C'était des HLM, hein, c'est ça. Et voilà, donc on était pas pauvres, parce que j'ai jamais souffert de ça, mais on n'avait pas beaucoup d'argent en fait. Et mon frère est arrivé 9 ans après, donc c'est moi qui ai servi un petit peu de petite maman, quoi. Voilà. Mais on était toujours dans ces 2 pièces. Donc moi, j'ai jamais eu de chambre dans ma vie. J'ai pas eu de chambre. J'ai eu un cosy. C'est mon papa qui, en dehors de son travail, il travaillait le bois très très bien. Donc il m'avait fait un cosy. Et j'avais juste un petit... Comme une petite mezzanine. Voilà. Oui, c'est pas tout à fait mezzanine, mais ça entoure le lit. Et donc il y avait un petit placard. J'avais la clé. Et ça, c'était mon petit jardin intime. Votre univers. Oui, ben, j'avais que ça, j'avais pas de chambre. Hein. Donc tous les matins, il fallait faire son lit avant de partir en classe. Voilà, et mon frère dormait dans le salon aussi, sur un canapé, lui, enfin un canapé-lit. Voilà, donc je ne sais pas ce que c'est d'avoir eu une chambre. J'ai manqué de ça, de côté un petit peu intime. Mais l'enfance a été... très heureuse. Bon, c'est vrai qu'on ne recevait pas beaucoup, que dans un 2 pièces, on ne recevait pas beaucoup. C'est un peu la chanson de mon vieux, vous savez. Voilà, à chaque fois que j'écoute cette chanson, je pleure, de toute façon, parce qu'il y a un peu de ça. Période, alors que j'étais pas malheureuse du tout. J'étais aimée par mes parents, mais on ne se le disait pas. On se le disait pas à l'époque, on ne s'embrassait pas non plus. Donc, il n'y avait pas de salle de bain chez nous. Hein. J'étais dans la cuisine, dans une bassine. Et c'est maman qui m'a donné le bain, oui, dans la bassine. C'était comme un bain quand même. Bon, et voilà, c'était comme ça. Et après, c'était autour de mon frère. Voilà. Donc c'est un souvenir mais en même heureux temps, et émouvant. je ne connaissais pas autre chose. Donc, il y avait une cour. Dans cette fondation Rothschild, il y avait une cour. Et donc, je descendais voir les autres enfants. J'avais une copine qui était là, qui s'appelait Christiane, je crois, qui avait un peu mon âge. Donc, je la retrouvais le soir un peu. Et il fallait rentrer avant qu'il fasse nuit, n'est-ce pas? Donc, on n'avait pas le droit de sortir ailleurs. Donc, c'était comme... Mais
savais pas qu'il y avait autre chose ailleurs. Donc, moi, j'étais très heureuse comme ça. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de vos parents qui étaient catholiques. Alors, on est sur cathéo. Oui. Et il y a des choses qui vous ont touché de cette enfance catholique ou que vous avez gardées? Ah, mais catholique, oui, j'ai été baptisée. J'ai fait ma communion solennelle en 51, donc j'avais 11 ans. J'ai même été Jeannette aussi, puisque comme le jeudi, c'était le jeudi quand on n'avait pas école. Pas classe, ouais. Donc le jeudi, on était Jeannette. C'était un peu comme les scouts, c'était un peu plus léger. Mais on avait des sorties, c'est comme ça qu'on est allé voir plein de choses dans Paris, le Louvre, etc. On sortait... voilà, avec une bénévole qui était là, mais c'était effectivement par l'Église. Donc je suis restée 1 an. Alors moi, aller au confessionnal, je ne trouvais pas ça normal, parce qu'il fallait dire les péchés que pour pouvoir communier, il fallait se confesser. Bon. Ouais. Voilà. Après, j'ai arrêté parce que je ne trouvais pas ça normal. Vous étiez mal à donc, l'aise. se confesser pour dire qu'on avait... j'essayais de trouver des choses que j'avais fait dans la semaine qui n'étaient pas bien. Je ne sais pas, mais je ne trouvais pas qu'ils soient extraordinaires. J'avais pris un peu une pièce dans le par-dessus de mon papa. Oui, parce que comme je n'avais pas d'argent, donc quand il avait des pièces, j'en avais piqué une. Alors, il me disait, c'est du vol, hein, il ne faut pas faire ça. J'ai dit, mais je n'avais pas de sous, monsieur, pour m'acheter des friandises. De toute façon, c'était pas... Ouais, je devais avoir 8-9 ans, quoi. Alors, je me disais, mais dire qu'on a fait du mal, c'est un péché. Mais évidemment, c'est un péché de voler. Mais moi, je n'avais pas l'impression de voler, j'avais l'impression de prendre une pièce pour aller me chercher des friandises parce que j'en avais pas, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, je me Donc ça, suis dit... c'est un mauvais souvenir, plutôt. Voilà. Et puis après, j'ai un peu laissé tomber. Après, vous avez eu des J'ai doutes, laissé je tomber vous ai entendu l'église, dire ça. je ne suis pas allée à la messe. Voilà, non, et mon mari était un peu comme moi, il était aussi catholique. Nous sommes catholiques, mais catholiques avec des gros doutes, quoi. Ouais. J'ai beaucoup douté à partir du moment où je pensais que je me faisais une idée du catholicisme. Pour moi, c'était Mère Teresa ou c'était Sœur Emmanuel, quoi. C'était pas l'abbé Pierre. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu des gros doutes. Et toujours. Et la foi, ça peut être compatible avec le doute, non? Oui, ça peut. Mais... Pour personne, c'est vraiment évident. Je ne sais pas comment vous dire. Je n'ai pas... je ne refuse pas, mais je ne suis plus avec eux, si vous voulez. Alors, je ne Plus sais pas avec comment l'Église, c'est ça que vous voulez dire? Pardon? Quand vous dites plus avec eux, c'est plus avec l'Église. C'est Non, ça? c'est plus avec l'Église. Oui, c'est ça. J'ai plus envie de l'Église. Mm. Et pourtant, j'aime aller dans les églises quand j'y suis seule. Il y a quelque chose qui vous touche dans la paix des chapelles ou des églises? Il y a une ambiance que j'aime bien dans les églises, surtout à l'étranger. Quand je ne suis pas à Paris, je ne vais pas. À Paris, je ne vais pas parce que c'est pas le moment. Là, quand j'ai beaucoup voyagé avec mon mari, et on allait, on allait. C'est comme une visite, mais j'avais besoin d'y aller. Ça me réconforte, l'église, mais quand il n'y a personne. Alors la paix des églises vous touche surtout quand vous êtes à l'étranger? Peut-être parce qu'il y a quelque chose où on est chez nous? Dans une église, on est chez nous un peu partout dans le monde? Oui, c'est ça, un peu partout dans le monde. J'y allais. Dès que j'en voyais une, en tout cas, il n'y en avait pas non plus partout, mais il y en avait beaucoup. Donc dès qu'il y avait une église, je prenais en photo, si je la trouvais jolie, et je rentrais, mais on rentrait même tous les deux. Et voilà, il se passe toujours, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de paisible. Voilà. Est-ce que vous vous sentez chez vous ou à la maison dans une église? Non, je ne suis pas chez moi, mais je suis quelque part où on ne me fera pas de mal. Normalement. Oui, c'est vrai. Ce qui n'est pas... Oui. Alors le deuxième mot, il est assez léger et il vous ressemble bien. Le deuxième mot, c'est rire. Rire. Ah, heureusement qu'il y a le rire. Ça sauve les vies, ça, le rire.
même quand on est malade, si vous pouvez rire encore, ça sauve, heureusement. Et j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui riaient, dont c'était le métier surtout. Donc entre Coluche, même Bourvil qui m'a fait rire aussi. Voilà, j'ai plein de gens qui m'ont fait rire. Jean-Yves Lafesse, Pierre Péchin. Voilà, j'ai travaillé avec ces gens-là et c'était formidable, quoi. Coluche, je travaillais qu'une saison, hein, puisque j'ai travaillé 9 mois avec lui. Donc c'était en 85, en août 85, non? Oui, oui, j'ai commencé en août 85 et malheureusement il devait revenir. Il voulait revenir, mais il est mort en juin 86. On a travaillé 9 mois ensemble, on a pu partir ensemble en vacances à l'île Maurice. Donc on a vécu 4 jours avec lui. C'était extraordinaire, quoi. Il était drôle aussi dans le privé, Coluche? Il était très particulier, Coluche. Il avait appelé mon mari en 82, il était en Guadeloupe. C'est là où c'est quand il s'est présenté, vous savez, et qu'on a failli. Il a eu un tas de problèmes. On lui a assassiné un assistant, oui, on lui a fait peur, quoi. On lui a fait peur, et pour ses enfants, et sa femme, etc. On lui a fait peur. Donc, il est parti un moment en Guadeloupe, où là, il a fait, ma foi, il est tombé et dans la drogue, et dans l'alcool, etc. Bon. Et un jour, il appelle mon mari, qui était directeur de l'antenne à Europe. Philippe Gildas. Oui. Voilà, en lui disant, voilà, je suis clean, je veux rentrer à Paris, je veux refaire de la radio, parce qu'il adorait la radio. Est-ce que tu peux Il était venu une fois en 79, et puis il était bien sûr reparti, bon, quand il s'est présenté, là, et donc il avait quitté, et il voulait revenir à Europe. Bon, alors, ok, oui, mais ça ne va pas être si facile que ça, parce que les journalistes purs et durs de la rédaction n'étaient pas du tout pour qu'il revienne. Ils en avaient peur. Il pouvait tout dire, hein, donc de toute façon, c'était... Il était incontrôlable, en fait. Il avait un petit côté incontrôlable. Il n'était pas gérable. Il n'était pas du tout gérable. Et là, il revient, il dit, je suis clean, voilà, mets-moi quelque part où tu peux, je veux faire un billet d'humeur. Bah oui, un billet d'humeur en direct. Ah non, en direct, oui. Ben, en direct, non, c'est pas possible avec le décalage. Mimi, c'est pas possible, Mimi. Bon, il dit, écoute, je reviens, je viens te voir. 15 jours après, il était là. Il va le voir, il lui dit, écoute, voilà, tu me donnes ce que tu veux, l'après-midi, je suis à Paris maintenant, voilà. Ben, écoutez, on va essayer. Donc, Philippe est allé voir la grande direction d'Europe, là, qui n'était pas joyeux de le reprendre. Finalement, il y est arrivé. Et voilà. Et vous aviez comme rôle de le contrôler un peu, justement. Vous n'aviez pas un petit poète-poète? Moi, j'avais ce rôle-là, oui. Oui, c'est ça, pour le faire taire si jamais il débordait. Voilà, je suis Mimi, c'est Mimi le plus gentil. Voilà, le plus gentil. Alors, je lui avais dit, écoute, oui, les blagues, ok, mais les blagues scatologiques, je ne supporte pas. Donc, je sortirai du studio à ce moment-là. Parce qu'il fallait être comme ça avec lui, sinon... C'était déjà compliqué, c'était déjà très, très peu contrôlable. Et j'avais ce rôle-là, il fallait que je sois en même temps gentille et tout, mais un peu, je lui ai dit, moi, les blagues scato, voilà. Eh bien, écoute, c'est pas grave, je vais t'acheter un poète-poète, et à chaque fois que je déborderai, et Dieu sait s'il a débordé, évidemment, parce que plus vous lui dites ça, plus il en rajoute. Donc, voilà, donc il m'a acheté un poète-poète, donc le poète-poète a été effectivement... Le gimmick de l'émission. Mais voilà. Quand on le voit, c'était ma question d'entrée, est-ce qu'il est drôle en privé? Parce que quand on le voit, il a l'air quand même assez torturé, Coluche. Est-ce qu'il l'était, ou est-ce qu'il était léger, ou est-ce qu'il était quand même... Vous avez dit torturé? Oui, non, il ne l'était pas? Torturé, je dirais pas torturé. C'était son caractère, en fait. Mais là, nous, quand on est parti à l'île Maurice, lui, il avait été invité avec toute son équipe à La Réunion. Et il m'appelle et me dit, j'ai dit oui, je vais aller à l'île Maurice. Ben oui, c'est à côté, on est à 140 km l'un de l'autre. Alors il me dit, tu viens à La Réunion? J'ai dit non, je ne viens pas à La Réunion, tu viens plutôt à Maurice, ça serait bien.
Eh bien, on arrive. Donc, il a fallu trouver des chambres d'hôtel qui étaient pleines, parce qu'ils étaient une dizaine. Donc, c'était haut en couleur. On a trouvé. Et on est resté 4 jours avec lui. J'ai dit, mais là, il devait remonter sur Cannes, puisqu'il il était au Festival de Cannes. Donc, il avait besoin de remonter sur Cannes. Et puis, il répétait à Opio, puis il avait loué cette maison, il répétait son spectacle qu'il avait donné au Zénith, je crois, c'était au Zénith, oui, en septembre. Et puis, mais il devait revenir à Europe aussi, quoi. Et alors, là, voilà. Et donc, on a passé 4 jours, pour vous donner une anecdote, vous dire que le Coluche que vous connaissez peut-être par toutes ces extravagances, c'était aussi quelqu'un d'autre. Et un soir, il avait la petite suite junior, nous aussi, et on avait un balcon sur la mer, et il était juste à côté, Coluche, tout seul, lui, il était tout seul. Et moi, j'étais avec, évidemment, Philippe, et il m'appelle au téléphone, il me dit, bon, tu peux venir 2 secondes? Je lui dis, non, je ne peux pas venir, là, j'ai des rouleaux sur la tête. Je peux pas, là, je ne suis pas visible, mais je m'en fous, tu viens. Bon, d'accord. Je lui ai dit, bon, ok. Donc, je suis allée. Il avait installé sur la petite terrasse champagne, évidemment. Il avait fait venir, évidemment, tout ce qu'il fallait. Les beaux fauteuils. Il m'a dit, assieds-toi là. Je m'assois là. Il était 6h, 6h30 du soir. Donc, le coucher du soleil arrivait. Et d'un seul coup, plus un mot. Il dit, parle plus. Donc, je n'osais pas lui parler non plus. J'étais là dans mon fauteuil avec mes gros rouleaux sur la tête. Donc, heureusement, il n'y avait pas de télé et pas de photos. Voilà. Et on a regardé le coucher du soleil tous les deux, sans un mot. Et au coucher du soleil, bon, il prend le verre de champagne, il me le donne, il me le propose. Et je lui dis, mais tu avais quelque chose à me dire, là, Mimi? Il me dit, non, non. Je ne voulais pas le voir tout seul, le coucher du soleil. Alors, vous voyez, il y avait ça aussi. C'est très touchant. Il était assez solitaire. Il avait aussi loué, le lendemain, il a loué un voilier, et avec toute l'équipe, il nous a invité toute l'équipe à monter dessus. On est parti 3 heures, moi et Philippe, et puis toute l'équipe. Voilà. Et il a dit, je vous préviens, on part pour 3 heures. Je me mets à l'avant. On ne parle pas. Et pendant 3 heures, personne n'a parlé. Il était à l'avant du bateau avec les jambes écartées comme ça, vous voyez, complètement à l'avant. Nous, on était à l'arrière, pas un mot. Il voulait contempler. C'était magique. Il était avec les gens qu'il avait choisis. Oui. Et voilà. Alors, on va rester dans ce thème-là avec le mot suivant qui est faim. F-A-I-M. Avoir faim. Resto du cœur. Bah oui, bien sûr. On a fêté les 40 ans, là. Alors, oui, il y a toujours autant de besoins et encore plus maintenant. Et on a aussi besoin maintenant de bénévoles, parce que les bénévoles, ils travaillent beaucoup, ils vieillissent, ils tombent malades, il faut les remplacer. Et ce n'est pas toujours facile de les remplacer. Alors maintenant, il y a des jeunes qui viennent. Ça nous fait plaisir, mais pas assez. Donc on n'a pas assez de bénévoles et effectivement, on manque d'argent, quoi, forcément. Alors bien sûr, il y a la grosse émission de TF1 qui nous apporte beaucoup, mais c'est encore pas suffisant. C'est terrible. Donc l'émission là va passer en février. Donc il y aura les albums, il y aura évidemment les CD. Donc il faudra en acheter le plus possible si vous pouvez. Parce que même 1 euro, les gens ont besoin maintenant. Donc pour vous, ça a été quand même une extraordinaire aventure d'être là à ce lancement historique des Restos du Cœur par Coluche. Et puis après, vous avez suivi tout le temps, même après sa mort, vous avez continué cette œuvre-là. Mais bien sûr, parce qu'on était obligé de la continuer. Il y a encore des gens qui meurent de faim en France, quoi. Et c'est comme ça qu'il a décidé de faire quelque chose. Parce que c'est vrai, un jour dans le bureau, il y avait l'Éthiopie, il y avait une grosse famine
en Éthiopie à cette époque-là. Mais bon, c'est pas ça qui a déclenché. Mais il disait, c'est fou, les grandes surfaces mettaient les produits qui étaient dépassés sur le trottoir. J'ai vu, moi, dans mon quartier, il y avait ça. Il y en avait. Alors, il y avait des gens qui passaient, qui en prenaient, mais des produits dépassés qui étaient encore tout à fait consommables. Et je dis, mais c'est pas normal, et puis ça devrait... Et voilà. Alors, en discutant de tout ça, il a dit, c'est pas normal qu'en France, on meurt encore de faim aujourd'hui avec tout ce qu'on a. C'est le pays de la bouffe, quoi, la France. Et on manque de rien. Donc, c'est pas normal que les pauvres ne mangent pas à leur faim. C'est parti comme ça. Et il l'a fait tout seul, sans rien dire à personne, à l'antenne. Oui, créant une surprise extraordinaire. Voilà, parce qu'il s'est dit, sinon, évidemment, ça ne pourra pas marcher. Oui, il avait bien calculé son coût, là, je crois. Est-ce que vous aimez la phrase de l'Évangile « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger » ? Vous la connaissez, cette phrase ? Elle me faisait penser à vous, du coup, parce que vous avez quand même donné beaucoup d'énergie pour ces Restos du Cœur. Oui, on a donné l'énergie, on a donné... bien sûr, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais c'est ce qu'il avait dit pour la première émission qu'on avait fait dans l'entrée, dans le hall d'Europe 1, pour que les gens passent sur le trottoir et disent « Venez », on a une émission tout en direct, hein, venez, donnez ce que vous avez. Alors on est en 85, donc on est encore en francs. Donnez une pièce, donnez ce que vous pouvez. Il a appelé ses copains. Il dit maintenant on va appeler ceux qui ont de l'argent. Donc Sardou est arrivé, c'est lui qui a donné le plus gros chèque d'ailleurs. Voilà, et Balavoine est arrivé. Et Jean-Jacques Goldman avec sa chanson. Donc ils ont donné, tout cela, ils ont donné beaucoup. Et ça a lancé l'affaire, quoi. Qui n'était pas facile au début, parce que techniquement, c'était très, très dur à monter, quoi. Il fallait des endroits, il fallait des camions, c'est difficile. Mais il a été aidé beaucoup, même par le gouvernement, parce qu'il avait dit, moi, ok, on fait les Restos du Cœur pour un an. Moi, l'année prochaine, je vais aller voir le gouvernement. Enfin, et il connaissait le ministre de l'Agriculture, qui était M. Nallet, je crois, Henri Nallet, à l'époque. Il est allé le voir, il lui a dit, là, il faudra moi, quelque chose, moi, j'arrête tout, c'est à vous de reprendre le truc, quoi. Vous reprenez, le gouvernement doit reprendre. Et bon, il est allé les voir, et puis le gouvernement, il y avait autre chose à faire, donc il ne l'a pas fait. Alors il a fait un sketch avec ça, en disant, voilà, moi je suis allé les voir, je leur ai dit, voilà, bon, je vous le donne clé en main, vous ne savez pas comment faire vous êtes gêné avec ça, vous ne savez pas comment le faire, ben, nous on sait, on va le faire. Voilà, c'était ça un petit peu. Son tempérament. Voilà. Alors le dernier mot, Maryse, c'est après. Après la vie ? Bah oui, après la vie. Enfin, si vous avez envie de l'entendre comme ça, c'est possible. Après. C'est joli, après la vie. Qu'est-ce qu'il y a après la vie pour vous ? Justement, c'est un grand mystère. Je ne sais pas. Peut-être que ce sera beau. Moi, j'espère que ce sera beau. C'est très difficile pour moi de voir l'après. Alors que, à arriver à un certain âge que j'ai, c'est-à-dire 85 ans, on peut dire que l'après, il est présent, quoi. Oui, je comprends. Voilà. Mais je n'y pense pas à l'après. C'est très, très bizarre. Pour l'instant, j'y pense pas. Je vais sûrement devoir le faire à un moment. Mais simplement, j'espère que ce sera beau. Je sais pas, je vois... J'espère que ce sera beau. Ce sera blanc, j'adore le blanc. Ce sera blanc. Et voilà, et que ce sera pas quelque chose d'autre, mais je ne sais pas quoi. Et peut-être que c'est bien de ne pas trop savoir non plus. Que ça soit la surprise. Oui. Une jolie surprise, sûrement. Oui, j'aime bien penser comme ça aussi, pour l'instant. Et est-ce que vous sentez la présence de votre mari ? Oui. Oui, vous sentez sa présence ? Oui, oui.
Mais il est avec moi, il est toujours avec moi. Ça fait 7 ans qu'il est parti, là. Et bon, ma vie a beaucoup changé. J'aime la vie, de toute façon, j'aime la vie. J'ai des amis, je suis très entourée, mais ma vie est très différente sans lui, c'est évident. Alors, oui, je lui parle. Je lui dis, voilà, toi, tu aurais peut-être fait ça, ben oui, je vais faire un peu autrement, je crois. On avait quelques divergences, quelquefois, mais on a vécu 36 ans d'amour total, quoi. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile de perdre quelqu'un qu'on aime comme ça. C'est très dur. Alors, c'est toujours difficile de perdre quelqu'un qu'on aime, de toute manière. Mais là, on était très fusionnels, quoi. C'était... voilà. Mais en même temps, voilà, la vie est plus forte que tout, quoi. Donc, mais ce n'est plus du tout la même, ça c'est sûr. En tout cas, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que pour vous, votre mari est quand même vivant. Vous croyez quand même en une forme de vie éternelle. Oui, puisque je lui parle. Oui. 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 Il est très présent, oui. Donc il y a une vie, mais une vie autrement. Oui. Mais c'est autrement. Mais on est dans l'appartement qu'on a fait tous les deux. Je n'ai rien bougé, je n'ai rien touché. Tout est en place. Est-ce qu'on a le droit de vous demander ce qui, dans votre vie, aujourd'hui, vous pourriez vous dire, qu'est-ce qui a le plus compté pour moi? Si on vous posait la question, qu'est-ce qui a le plus compté pour vous dans votre vie? Est-ce que c'est les rencontres? Est-ce que c'est votre carrière? Est-ce que c'est les amitiés? Si je fais un petit bilan aujourd'hui, je pourrais dire que je n'ai rien à regretter. J'ai eu une vie formidable, une chance extraordinaire dans le métier et en amour aussi. J'ai une fille, évidemment que j'adore, qui est formidable. Voilà. Je n'ai rien, j'ai pas de regrets, aucun regret, pas de remords. Et arriver déjà à 85 ans, c'est déjà bien. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Je trouve que c'est, voilà, c'est presque 85 ans. C'est un âge pour mourir, hein, vous savez. Il y en a qui meurent bien avant. Donc vous éprouvez de la gratitude? Oui. Oui. J'ai eu une enfance très... Bon, mais bien. Non, j'ai rien à dire de mon enfance. J'ai été aimée. Parce que l'amour, c'est primordial dans une vie. Quel qu'il soit, des parents, des enfants... de l'homme qu'on aime. Donc vous serez heureuse de retrouver ce que vous avez tant aimé? Si le paradis existe, pour vous c'est une joie de vous dire que vous reverrez votre mari, vos parents? Oui. Vous pensez à ça quelquefois? Je ne sais pas si paradis c'est peut-être un peu énorme, mais un bel endroit qu'on a peut-être mérité aussi, où voilà, on n'est pas des gens exceptionnels non plus, mais on a été, je crois, assez digne. La dignité, ça compte pour moi beaucoup. Donc un endroit où on va quand on est assez digne. Il faut quand même avoir une forme de dignité. Le paradis, on se dit oui, le paradis, pour des gens exceptionnels. Donc j'estime qu'on n'est pas des gens exceptionnels, mais on est des gens, on a été des gens simples et des gens heureux avec ce qu'ils avaient. Voilà, et on a fait avec ce qu'on avait. Mais j'estime que j'ai eu une chance folle, quoi. Parce que les rencontres que j'ai faites, c'était des belles rencontres. J'ai pas eu de gros soucis. J'ai eu des soucis, bien sûr. J'ai perdu mes parents, j'ai perdu un frère à 27 ans. Bien sûr que j'ai eu des blessures. Mais je dis encore une fois, la vie est plus forte que tout. Merci. Marie Gildas, à tout de suite pour la petite conclusion de cette émission. Merci. Nous sommes toujours dans Lumière intérieure sur KTO. Et Marie Gildas, comment ça s'est passé cette expérience des mots? J'étais très bien.
J'ai presque le divan rouge, hein. Oui, presque. Ouais, presque. C'est vrai que très vous nous bien. avez raconté plein de choses. Très à l'aise, très Oui. apaisée, très bien. Est-ce qu'il y a un mot que vous avez aimé? Un mot? Oui, un des mots que j'ai proposé. Est-ce qu'il y en a un qui vous a touché particulièrement? J'aime bien enfance. Parce que c'est vrai, en vieillissant, on revient sur l'enfance, en fait, hein, et sur le passé, beaucoup. Les souvenirs reviennent. Là, tant qu'on est évidemment jeune, moi j'estime qu'avoir été jeune jusqu'à 75 ans à peu près. Donc, Quelle chance, voilà, quelle mais chance. je me sens encore jeune, par moment, pas tout le temps, mais par moment je me sens encore, oui, la tête est jeune encore, je crois. Mais bon, après, il y a le poids des ans et on les sent, et la maladie qui peut arriver, bien sûr. Mais j'ai quand même un moral d'acier, quoi. Parce que je crois que j'aime la vie, c'est tout. Et tant qu'on est en vie et qu'on ne souffre pas trop, ben c'est formidable d'être là à 85 ans, je trouve. Peut-être qu'on a envie de vous demander et que vous puissiez témoigner un peu auprès des téléspectateurs. Comment vous avez fait, vous, pour traverser les périodes de fragilité un peu? Vous me disiez que la santé n'était pas toujours au rendez-vous. Comment on fait pour traverser les périodes de fragilité de sa vie? Est-ce que vous avez un ressort que vous aimeriez nous partager? Qu'est-ce que je peux partager avec vous sur les mauvaises nouvelles? C'est-à-dire, quand je perds mon frère qui se noie à 27 ans, ça c'est une blessure qui reste vive. Toujours. Donc, perdre ses parents aussi. Mais perdre ses parents, c'est dans le rythme de la vie. Donc, on sait qu'on va les perdre à un moment. Mais ils sont partis jeunes, moi. Ils sont partis dans la soixantaine, tous les deux, de maladie. Donc, de cancer, tiens. Parce que maintenant, c'est fou. Quand on dit longue maladie, ça m'agace parce que le cancer, c'est une maladie chronique maintenant. Il y en a beaucoup. Il y a encore des gens qui n'osent pas dire oui, un tel est mort d'une longue maladie. Pourquoi on ne dit pas d'un cancer? Et oui, il est mort d'un cancer. C'est une maladie comme une autre. Et on en soigne et on en guérit maintenant aussi. Alors bien sûr qu'on en meurt, mais on meurt d'autres maladies aussi. Donc, pourquoi ce cancer est toujours tabou, quoi? J'essaie de me battre là-dessus. J'en parlais avec un médecin, justement. Il me disait, mais oui. Et si les gens faisaient de la prévention, on en guérirait encore plus de cancer. Mais les gens ont peur de la prévention. Parce que si vous faites un scanner, si vous allez chercher sur un scanner, vous allez trouver quelque chose. Pas forcément, mais il y a un doute toujours. Et c'est pour ça parce qu'il y a de plus en plus de cancers jeunes, surtout. Donc c'est terrible. C'est terrible. Et la prévention est très importante. Alors maintenant, c'est vrai qu'on commence à le dire. Il y a même des émissions là-dessus maintenant, heureusement. Mais c'est vrai que c'est primordial, la prévention. Il faut faire des examens. Donc c'est pas toujours rigolo de faire les examens, les scanners, les PET scans, etc. Non, c'est pas drôle. Mais ça vous sauve la vie, quelquefois. Voilà, donc je voulais dire ça. Alors, ça va être la journée de la femme, ou c'est la journée de la femme? Oui, vive les femmes. Est-ce que vous avez un message aux femmes, Maryse Gildas? Oh là là, moi je suis très féministe, moi. Je trouve qu'elles sont fortes, de plus en plus fortes, et ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Oui. Quand vous voyez Gisèle Pellicot, le courage qu'elle a, quoi. C'est formidable de pouvoir ressusciter de ce qu'elle a vécu, quoi. Terrible. Elle est là, elle est dans la vie, elle est de nouveau amoureuse. Bravo, quoi. Je trouve ça formidable. Donc vous trouvez que c'est propre aux femmes d'être fortes? Vous trouvez qu'il y a une force spécifique obligé aux femmes? Oui. On est obligé d'être forte. Je trouve, c'est nous qui faisons les enfants, c'est nous qui les... oui, c'est beaucoup de nous. Alors maintenant, les nouveaux pères, paraît-il, sont très présents. Enfin, paraît-il, j'aime bien le paraît-il. Ils ne sont pas tous, hein. Oui. Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Oui. Et les nouveaux pères s'occupent beaucoup. Maintenant, ils ont des mois pour se remettre. Alors, on leur donne le congé aussi paternité. des congés parentaux. Très bien. Pourquoi pas? On n'avait pas ça, hein. Ouais. Mais moi, je suis âgée, donc je parle de mon passé. Mais quand j'ai accouché, en plus,
comme je faisais ce boulot que j'aimais bien, que je ne voulais pas rater, 15 jours après, et pourtant j'ai eu une césarienne, Au boulot. Je suis repartie au boulot. Il n'y avait pas de congé parental à l'époque, de toute façon. Vous travailliez dès que vous pouviez. Alors, il y avait des gens qui pouvaient moins le faire parce que j'étais malade, mais quand on pouvait, on y allait. Hein. Et votre maman qui a dû continuer la route après vous avoir mis au monde, Bien dis donc, sûr. on lui rend hommage en cette journée de la femme. Mais on peut. Parce que quelle on peut. aventure. Et encore, elle a eu un accouchement relativement facile. Sur le bord de la route, avec une sage-femme qu'on a trouvée comme ça. Qui n'avait pas exercé depuis 20 ans. J'appelle pas ça un accouchement facile, moi. Non. On a d'autres Mais critères. tout s'est bien passé. Ouais. Et après, elle a dû reprendre la suite du chemin. Quand elle me le racontait, elle me disait non, mais finalement, bon, évidemment, quand j'ai perdu les os et tout, elle était restée 22 heures en douleur quand même, hein, 22 heures. Sur un banc, mais heureusement, il faisait beau, il faisait chaud. Elle a eu cette chance-là. Et après, on l'a mis quand même dans un véhicule pour continuer Oui, après, elle est rentrée en voiture quand même, oui. Bon, alors on rend hommage à la force des femmes. C'était pas une voiture, hein, c'était une charrette. pas quand même, pas une charrette non plus, mais comme une petite, un petit camion. Ouais, un petit camion. Oui. Eh bien, avec le bébé que vous étiez, qui a commencé dans des couvertures. Magnifiquement sa vie. Bravo Maryse Gildas, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur KTO. Vous pouvez retrouver cette émission sur KTO-TV.com et vive la vie. Et vive les femmes. Ce sont vos derniers mots, Maryse Gildas. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.